Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 13. La maison de la famille de Malène était une immense bâtisse située un peu à l'extérieur de la ville, le long de la route nationale, protégée des regards indiscrets de ces dernières par de grands arbres parfaitement alignés. La matinée était fraîche mais ensoleillée. La nature gardait cependant encore les traces des pluies de la veille. Victor Malusier était venu à pied, plus de 3/4 d'heure de marche, et il s'assura d'être présentable avant de frapper à la porte de la maison. Un domestique stylé et discret ouvrit cette dernière et introduisit le policier dès qu'il se fut présenté. Il était attendu car il avait prévenu de sa visite la veille. « Monsieur de Malène arrive de suite », conclut l'employé de maison en abandonnant Victor dans une grande pièce dont l'aménagement témoignait de l'aisance des propriétaires des lieux. Un billard, 3 fauteuils de style Louis XVI et le long des murs, de grandes vitrines remplies pour une part de livres et pour une autre d'une impressionnante collection de pièces de monnaie. Malusier admirait ces dernières lorsqu'une voix le tira de ses pensées. Mon grand-père est un numismate passionné. Malheureusement, depuis qu'il est malade, il n'a plus l'occasion de profiter de sa collection. Le policier fit volte-face et se trouva face à un homme d'une bonne trentaine d'années, dont le visage carré et le regard froid n'invitaient guère à la sympathie. Grand, les épaules larges et les cheveux blonds, le nouveau venu avait très clairement une allure qui imposait le respect. Le sourire que se dessina sur son visage, alors qu'il fit 3 pas vers Victor pour lui serrer la main, lui donna enfin un côté humain. Jacques de Malène. Inspecteur Victor Malusier. Enchanté, inspecteur. Puis, reprenant un air plus grave, Je pense que vous venez au sujet de Mireille. C'est cela. de Malène, tournant le dos au policier, poussa un long soupir et se dirigea vers le billard, sur lequel il passa sa main négligemment. Son mari, que j'y ai vu hier, m'a raconté. C'est une chose horrible. Il regarda de nouveau Victor. Je ne peux pas faire grand-chose et je crois que c'est cela, le plus insupportable. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si c'est la seule manière que j'ai de vous aider, je m'y donnerai au maximum. Je vous remercie, monsieur de Malène. J'ai effectivement un certain nombre de détails à voir avec vous. Jacques s'était approché des 3 fauteuils Louis XVI et, en prenant place sur l'un d'eux, il invita son interlocuteur à s'asseoir sur un autre. Malusier marqua une seconde d'hésitation, puis prit place. Je vous écoute, inspecteur. Connaissez-vous bien Madame Vautier? Depuis tout petit. C'était la fille de Georgette qui travaillait déjà pour mes parents. On était très souvent ensemble. Mon grand-père disait même que nous avions un lien de parenté éloigné, mais je n'ai jamais pu le vérifier. Que faisait-elle chez vous? Oh, elle s'occupait un peu de tout, notamment d'organiser le travail des autres domestiques. Il se pencha un peu vers le policier. Je dois vous dire, inspecteur, qu'elle était la seule à qui j'avais une confiance aveugle. Je vois. Malusier se recala au fond de son fauteuil. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Il y a un peu plus d'une semaine. Laissez-moi réfléchir. Jacques se caressa le menton et laissa ses yeux voler au plafond.
Je dirais lundi dernier. Rien ne vous a semblé particulier? Non, elle m'a demandé quelques jours de congé pour se rendre chez sa cousine, mais ce n'était pas la première fois. Dans la maison, quelqu'un d'autre l'a vu après vous? Sans doute Robert, le majordome qui vous a accueilli. Lydie, qui s'occupe de la cuisine, et peut-être mon frère Frédéric. Est-ce que vous pensez que je peux voir toutes ces personnes? Je vais les chercher, je reviens de suite. N'ayez pas peur, Lydie. Asseyez-vous, je vous en prie. L'inspecteur a des questions à vous poser. En suivant du regard l'arrivée de la jeune femme ainsi guidée par Jacques de Malène, Malusier espérait sincèrement qu'elle aurait davantage d'informations que Robert le majordome qui, quelques instants auparavant, n'avait eu que quelques mots et de grands silences à apporter en réponse à ses questions. La jeune femme était plutôt jolie, visiblement très mal à l'aise, et la gentillesse oppressante et sans aucun doute inhabituelle du maître des lieux n'était pas de nature à la rassurer. Parlez en toute confiance, Lydie. Insista de Malène. L'inspecteur enquête sur la mort de Mireille, et je suis certain que vous tenez autant que moi à ce que l'on retrouve l'assassin. N'est-ce pas, cher enfant? Certainement, monsieur. Parfait. Laissez-moi vous installer sur ce fauteuil et ensuite je vous laisse aux mains de monsieur Malusier. C'était sans doute la première fois de sa vie que la domestique avait l'occasion de goûter ainsi au prestigieux fauteuil, et chacun de ses gestes était empreint d'une maladresse dont transpirait sa peur d'abîmer le précieux meuble qui lui faisait office d'assise. De Malène recula de quelques pas et, se tenant dans le dos de son employé, mais face à Malusier, s'appuya contre le billard en croisant les bras. Je vous en prie, inspecteur. Elle est à vous. Merci. Mademoiselle? Letters. Lydie Letters. Mademoiselle Letters, étiez-vous très liée avec Madame Vautier? Un peu, oui, nous avions presque le même âge. Et bien qu'elle ait dans cette maison une place plus importante que moi... Elle se coupa, et comme une enfant pris en faute qui cherche le pardon de son père, se retourna vers de Malène pour voir sa réaction après cette affirmation. Mais le bourgeois ne manifesta aucun sentiment, et la jeune femme poursuivit. Eh bien, malgré cela, elle était très gentille, et ne prenait jamais d'air supérieur avec nous. Avec vous? Oui, il y a Paul, un marmiton, qui m'aide à la cuisine. Malusier leva la tête vers Jacques de Malène. Vous ne m'en avez pas parlé de celui-là, pourquoi? Oh, simplement parce que ce n'est qu'un gosse et que son témoignage ne vous serait d'aucune utilité. De toute façon, elle n'était pas là le jour où nous avons vu Mireille pour la dernière fois. Bien. Répondit Victor avant de tourner les yeux vers Lydie et de l'inviter à continuer. Je n'ai rien d'autre à vous dire, inspecteur. Nous nous entendiez bien, c'est tout. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Lundi dernier, juste à la fin de son service. Et vous n'avez rien remarqué, elle ne vous a rien dit de particulier? Lydie se ferma. Son visage blêmit et aucune réponse ne sortit de sa bouche. Mademoiselle? Insista Malusier. Elle n'eut pas davantage de réaction, si ce n'est qu'elle jeta un regard inquiet vers Jacques. Ce dernier le remarqua et lança sur un ton sévère. Eh bien alors, Lydie, répondez à l'inspecteur, que veut dire ceci malgré? Mais la jeune femme demeura muette et le ton monta encore d'un cran. Enfin, mais quel est ce jeu ridicule? Excusez-moi, monsieur de Malène. Coupa Victor. Mais vous serait-il possible de quitter la pièce un petit moment? Que je quitte la pièce? Mais au nom de quoi m'interdirait-on d'entendre des propos prononcés sous mon toit? Oh, ce n'est en aucun cas mon idée, monsieur, mais... Victor se leva et s'approcha de son interlocuteur. Il le prit par le bras et l'éloigna un peu en lui parlant suffisamment doucement pour que Lydie n'entende pas le contenu de sa conversation. Je comprends. Conclut Jacques de Malène. Et c'est à regret que je vous laisse. Victor vint se rasseoir face à Lydie, mais cette dernière se contenta de baisser les yeux. Le policier lui adressa un sourire pour tenter de la rassurer. Je vous écoute. Mais je n'ai rien à dire, inspecteur, et... Vous ne risquez rien. Coupa Malusier. Rien du tout. Et vous m'aiderez sans aucun doute. Alors pourquoi hésiter? Nous sommes seuls.
Lydie, cependant, hésita encore, et se tortilla un peu sur son siège qui lui paraissait des plus inconfortables, frotta nerveusement ses mains, n'osa pas regarder Victor en face, bien que ce dernier ne la quittât point des yeux. Cela fait un peu plus d'un mois que cela dure. Mireille ne m'en a pas parlé tout de suite, mais je l'ai bien vu qu'elle avait quelque chose de changé et... Et Enfin, voilà. Elle se livrait au marché noir pour avoir un peu d'argent, avec sa cousine qui vit dans une ferme en zone rouge. Il lui était facile d'obtenir des laissez-passer et elle en profitait pour ramener des choses qu'elle pouvait revendre. elle revendait où et à qui? À un certain Paul. Mais je n'en sais pas beaucoup plus si ce n'est qu'elle le connaissait avant la guerre et que depuis le début de la guerre, elle ne l'avait pas revu. C'est lui qui a pris contact avec elle pour lui proposer sa combine. Sa cousine a déclaré à la gendarmerie qu'elle n'avait pas vu Mireille depuis des mois. Cela ne correspond pas. Vous en avez une bonne, vous. Vous iriez expliquer aux flics que vous traficotez? Je pense que la cousine a menti. Mais le plus inquiétant, c'est ce qu'elle m'a dit le jour où elle a disparu. Malusier se redressa comme s'il cherchait à mieux entendre. Oui? J'étais dans la cuisine. Elle est venue vers moi tout affolée, affirmant que tout cela prenait une trop grande proportion. Elle avait rendez-vous le soir même avec Paul, et il voulait lui dire qu'il arrêtait. Mais elle était terrifiée à l'idée de sa réaction. Malusier prit quelques secondes pour réfléchir. Il se cala au fond de son siège et regarda Lydie sans la voir. Cette dernière en ressentit un certain malaise qu'elle laissa paraître dans quelques tortillements. Vous êtes certaine de ne rien savoir de plus sur ce Paul? Je suis navré, mais peut-être que monsieur de Malène pourra... Je l'ai déjà interrogé. S'il avait su quelque chose à ce sujet, il m'en aurait parlé. Non, pas monsieur Jacques. Monsieur Frédéric. Il était plus proche de Mireille que monsieur Jacques. Dans l'après-midi, le soleil s'affirma encore davantage, donnant à la région, en cette fin avril, sa première belle journée de printemps. Assis à son bureau, Malusier relisait quelques rapports, s'interrompant souvent pour regarder sa montre. Il n'était pas loin de 15h30, il avait rendez-vous avec Frédéric de Malène et il espérait beaucoup de cette rencontre. Il lui fallut entendre encore 15 bonnes minutes avant qu'un agent frappe à sa porte pour introduire celui qui l'attendait. Contrairement à son frère, et bien qu'il présentât les mêmes caractéristiques physiques que ce dernier, Frédéric de Malène était un homme jovial qui attirait la sympathie au premier regard. Tout en se présentant, il tendit à Malusier une poignée de main ferme et sincère. L'inspecteur l'invita à s'asseoir et entra rapidement dans le vif du sujet. Après lui avoir posé quelques questions de forme, il interrogea sur Paul. Paul, dites-vous. Vous n'avez pas une idée de son nom de famille? Non, je sais seulement qu'il connaissait Mireille avant la guerre. Frédéric de Malène fouilla sa mémoire rapidement, mais rien ne lui vint à l'esprit. Oh, je suis désolé, inspecteur, mais je ne vois pas. Ah, Répondit Malusier d'un air navré. dans ces conditions, je vais vous raccompagner. Le policier se leva et d'un geste de la main invita son vis-à-vis à faire de même. Ce dernier s'exécuta, toujours plongé dans ses réflexions. Les deux hommes marchèrent en silence jusqu'à la sortie du bureau, puis du commissariat, où Victor abandonna son hôte après l'avoir salué. Il n'avait pas regagné son bureau que de Malène était de retour. Gros, Cria-t-il. Paul, gros. Debout sur le bord de la route, à côté du sidecar kaki, un homme rond et presque chauve, vêtu d'un uniforme de fel gendarme, faisait des 100 pas. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son visage. Il sortit de sa poche un large mouchoir en tissu blanc, releva son casque d'une main et s'essuya le front. Pour sûr, ce n'était pas la chaleur qui le mettait dans cet état, car si la pluie avait abandonné cette fin de printemps, elle n'avait pas laissé pour autant la place à la douceur. « Arrête avec ça !» lui cria son camarade qui se tenait quelques pas de lui. Plus jeune, plus mince, il portait l'uniforme allemand avec beaucoup plus d'aisance. « Oh, t'en as de bonne, toi. Arrête avec ça. Je suis mort de trouille. »« Eh ben, fallait pas être le premier à l'école, mon gars. »« Ah, génial, t'es un vrai copain. » Un bruit de moteur attira l'attention des deux hommes qui cessèrent ici leurs étranges conversations.
À l'autre bout de la ligne droite sur laquelle ils s'étaient installés, les deux gendarmes virent arriver une traction noire qui roulait à vive allure. Le plus jeune se mit au milieu de la route et fit signe au véhicule de s'arrêter. La voiture ralentit et stoppa quasiment sur les pieds du soldat. Son collègue ayant rajouté son casque s'approcha de la vitre côté chauffeur. À l'intérieur, 4 hommes. Le conducteur ouvrit la fenêtre et lança dans la langue de Goethe. « Gestapo, laissez-nous passer, nous transférons un terroriste à Besançon. » Le feldgendarme se pencha pour voir le visage de tous les passagers. « Désolé, monsieur, répondit-il. Nous avons des ordres. Je vous demande de descendre de votre voiture et de me présenter vos papiers. »« C'est une plaisanterie ?» demanda le policier, peu habitué à voir un compatriote se comporter ainsi vis-à-vis de lui. « Oh, je ne pense pas, monsieur, répondit le feldgendarme, avec un sérieux à toute épreuve. Le conducteur donna un ordre à ses hommes et tous sortirent du véhicule en tendant leurs papiers. Le passager de droite montra les siens au jeune feldgendarme qui s'était approché, mais ce dernier ne prit pas la peine de regarder le document. Il fixa son interlocuteur droit dans les yeux et en un éclair sortit son arme. Un bruit sourd retentit, puis un second. Le chauffeur de la traction vit ses 2 acolytes s'écrouler et le prisonnier plongé au sol. C'est la dernière chose qu'il vit. Le gros feldgendarme lui tira une balle à bout portant en pleine tête, puis il laissa tomber son arme avec dégoût. Son compagnon avait déjà rejoint le prisonnier et l'aidait à se relever. « Allez, commissaire, c'est terminé, vous êtes libre. Mais si vous voulez le rester, il ne vaut mieux pas que nous traînions trop ici. » En se relevant, Jean-Claude Robe se retrouva face à face avec un visage familier. « Verdun !»« Eh oui, Verdun. Et mon camarade là-bas ?» Il désigna le gros feldgendarme qui était resté tétanisé. « C'est Topaz, un sympathisant de notre cause peu habitué au terrain. Mais c'était le seul parmi nous qui parlait parfaitement allemand. » Voyant que son ami restait figé en observant le cadavre de celui qu'il venait de descendre, Verdun s'approcha de lui. « Allez, Topaz, dis-toi que tu n'avais pas le choix. À ta place, il ne t'aurait fait aucun cadeau. »« Oui, » répondit l'autre sans conviction. « Tu te débarrasses du sidecar et je m'occupe des cadavres, et on file avec la traction. Les autres nous attendent. Donne-toi !» À suivre.